Bonjour et bienvenue pour cette dernière partie du chapitre 15, intégration, partie 8, intégrale sur un intervalle quelconque. L'idée, c'est de définir des intégrales sur un intervalle sur lequel la fonction n'est pas forcément entièrement définie, en tout cas typiquement à une des extrémités de l'intervalle. C'est le cas pour les intervalles de la forme petit a plus l'infini où petit a est un réel fixé. C'est le cas pour les intervalles de la forme moins l'infini a, éventuellement même moins l'infini plus l'infini. Et comme nous le verrons, ce sera également le cas pour des intervalles de la forme AB, des intégrales de a à b, avec la fonction qui n'est pas définie en a ou qui n'est pas définie en b. Nous verrons ça un petit peu plus tard. Déjà, comme toujours, l'idée c'est que plus l'infini, c'est une notion qui n'existe pas vraiment. Plus l'infini, c'est la limite de x quand x tend vers plus l'infini. En pratique, ça veut dire que la définition de l'intégrale de a à plus l'infini de f de t dt, ce sera de calculer l'intégrale de a à x de f de t dt, et ensuite faire tendre x vers plus l'infini. Si la limite, quand x tend vers plus l'infini de l'intégrale de a à x de f de t dt existe, et elle est finie, c'est-à-dire si c'est un nombre, dans ce cas-là, on dira que l'intégrale est convergente, ou tout simplement qu'elle existe. Si elle n'est pas convergente, si elle tend vers plus l'infini ou moins l'infini, ou s'il n'y a pas de limite, nous dirons que l'intégrale est divergente. C'est exactement le même vocabulaire que pour les suites. En pratique, on notera et retenez cette notation. Des fois, plutôt que d'écrire intégrale de a plus l'infini, on dira intégrale et on précisera l'intervalle en bas. Écrire ça ou écrire ça, c'est absolument pareil. Dans tous les cas, c'est donc la limite, quand x tend vers plus l'infini, de l'intégrale de a à x. De même, si une des bornes de l'intervalle est moins l'infini, je vous rappelle que ce n'est pas forcément la borne qui est en bas, on peut avoir a qui est plus petit que b pour l'intégrale de a à b, ou b qui est plus petit que a. Mais en tout cas, si une des bornes vaut moins l'infini, l'idée c'est qu'on la remplace par x, et on fait tendre x vers moins l'infini. Quand l'intégrale a deux bornes qui sont moins l'infini et plus l'infini, dans cet ordre-là ou dans l'autre, de plus l'infini à moins l'infini, peu importe, dans tous les cas, on dira qu'elle est convergente, si et seulement si on peut la couper en deux, et dans ce cas-là, le réel petit a qui est choisi ici n'a aucune importance, et en pratique dans les exercices ce sera très souvent 0, mais ça peut être n'importe quel nombre, et on calculera donc par exemple l'intégrale de 0 à x, puis on fera tendre x vers plus l'infini. On calculera l'intégrale de x à 0, et puis on fera tendre x vers moins l'infini. Si les deux intégrales existent, si les deux intégrales convergent, sont finies, alors l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini convergera également par définition, et ce sera simplement la somme de ces deux intégrales. Il suffit d'appliquer Chasles. Toutes ces intégrales, où une des bornes est plus l'infini ou moins l'infini, ou les deux bornes sont moins l'infini et plus l'infini, toutes ces intégrales sont appelées des intégrales impropres. Simplement parce que les intégrales propres, si je puis dire, mais on ne le dit jamais, c'est les intégrales où a et b sont des nombres, et non pas plus l'infini ou moins l'infini, et où en plus la fonction est définie et continue sur ab fermé. Un exemple, prenons la fonction qui a t associée puissance moins t sur 0 plus l'infini. Pour calculer donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de puissance moins t dt, je calcule l'intégrale de 0 à x de e puissance moins t dt. Je trouve 1 moins puissance moins x, après avoir trouvé une primitive. Et ensuite, je vais tendre x vers plus l'infini. La limite de puissance moins x, c'est 0 quand x vers plus l'infini. Et donc, l'intégrale de 0 à plus l'infini de puissance moins t vaut 1. D'un point de vue graphique, ma fonction, c'est f de t égale e puissance moins at, mais ici a vaut 1, donc e puissance moins t. Et si je calcule son intégrale, je calcule donc l'air qui est ici sous la courbe jusqu'à l'infini à droite. Et bien qu'on aille jusqu'à l'infini à droite, cette aire est finie et elle vaut 1.
Alors, vous remarquerez que d'ailleurs, dans le logiciel, j'ai pas mis l'intégrale de 0 à plus l'infini, mais l'intégrale de 0 à 10 puissance 10. L'infini n'existe pas en informatique. Mais bon, avec 10 puissance 10, on a une bonne idée de ce qui se passe. Et donc cette intégrale vaut 1, nous dit le logiciel, et le calcul nous avait également dit que cette intégrale jusqu'à l'infini valait 1. Vous remarquerez comme pour les séries, c'est pas parce qu'on a une somme infinie que la somme elle-même vaut l'infini. Ici, on a une surface qui s'étend à l'infini vers la droite, et pourtant, toute cette surface vaut exactement 1. Quand je vous dis exactement 1, je vous rappelle, ça veut dire qu'elle vaut exactement la surface de ce carré, de côté 1. Elle vaut une unité d'air. La bonne nouvelle, c'est que quasiment toutes les propriétés que vous connaissez sur les intégrales propres vont être valables pour les intégrales impropres, à condition que ces intégrales convergent. Donc, si l'intégrale de a plus l'infini de f converge, alors l'intégrale de lambda f, c'est lambda fois l'intégrale de f qui converge également. Si l'intégrale de f et l'intégrale de g convergent sur les mêmes bornes, a plus l'infini par exemple, alors l'intégrale de la somme converge, et c'est la somme des intégrales. On retrouve les théorèmes de linéarité qu'on avait trouvés avec les intégrales de a à b, qui se généralisent dans le cas où une des bornes est plus l'infini ou moins l'infini. Par contre, attention, on n'a pas le droit forcément de couper en deux, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que toutes les intégrales qui interviennent dans le calcul soient finies. Ici, un exemple, un peu fait pour, je calcule l'intégrale de 1 plus l'infini de 1 sur t dt qui va diverger parce qu'une primitive de 1 sur t c'est log de t qui en plus l'infini fois l'infini. Ici je prends un intervalle qui diverge également, je vous demande de me croire, et la somme, on s'est débrouillé que ce soit la somme des 1 sur t2. Une primitive de 1 sur t2 c'est moins 1 sur t, et vous pouvez vérifier que entre 1 et plus l'infini, ça converge. La relation de Chasles est toujours valable, quels que soient les nombres ABC, quel que soit leur ordre, à condition, j'insiste, que les trois intégrales, et en particulier celle-là et celle-là, convergent. Si ces deux-là convergent, leur somme converge obligatoirement et est égale à la somme des intégrales. De même, si on a deux fonctions avec f est plus petit que g, mais f positive, alors, si l'intégrale pour g converge, alors l'intégrale de f converge également. Et bien sûr, sa valeur est inférieure à l'intégrale de g. Si vous pensez au dessin, c'est exactement le même théorème que pour les intégrales de a à b. Et comme pour les intégrales de a à b, il faut que f soit positive. Un exemple d'application de ça, on va calculer l'intégrale de 1 sur t plus t2 dt. On ne connaît pas de primitive de 1 sur t plus t2. Je vous rappelle qu'on connaît uniquement des primitives de u' sur u. Donc il faudrait qu'en haut, il y ait les dérivés de t plus t2, c'est-à-dire 1 plus 2t, ce qui n'est pas le cas du tout. Donc on ne connaît pas de primitive, mais on peut néanmoins montrer que cette intégrale converge, même si on ne peut pas donner sa valeur. 1 sur t plus t au carré est de manière évidente pour t positif, en tout cas pour t compris entre 1 plus l'infini, inférieur à 1 sur t au carré. Et donc, comme l'intégrale de 1 sur t au carré converge, on en déduit que l'intégrale de 1 plus l'infini de 1 sur t plus t au carré dt converge également. Les intégrales de référence sont essentiellement pour les intégrales de Riemann, l'intégrale de 1 plus l'infini de 1 sur t puissance alpha, qui vaut 1 sur alpha moins 1, à condition que alpha soit supérieur à 1. Ici, si je m'intéresse à la fonction g, qui est 1 sur t puissance a, le a c'est pour alpha, ici a vaut 1, donc 1 sur t, je calcule son intégrale. L'intégrale diverge pour 1 sur t, car c'est log de t, vous le savez, dès que a est plus grand que 1. L'intégrale converge et elle vaut, c'est plutôt marqué là, à peu près 2,5, en l'occurrence pour a qui vaut 1,4, et plus a est grand,
plus la courbe est proche de l'axe des x, et plus l'intégrale a une valeur qui est petite. Ici 0,71 pour 1 sur t puissance 2,4. Là encore, on calcule l'intégrale de 1 à plus l'infini, et donc toute la surface qui est là jusqu'à l'infini. L'idée, c'est que plus la courbe est haute, et plus la surface qui est là est grande et va devenir infinie, la limite, c'est a égale 1. Et pour a égale 0,9 par exemple, on devrait trouver, mais le logiciel n'est pas assez précis pour ça, que l'intégrale vaut plus l'infini, de 1 plus l'infini. Dès que a est supérieur à 1, elle converge. Normalement, ça devrait vous faire penser aux sommes de Riemann, la somme des 1 sur n puissance alpha, qui convergent également quand alpha est strictement supérieur à 1. La limite, c'était la série harmonique, la somme des 1 sur n quand alpha était égal à 1. Et ici, on aura l'intégrale des 1 sur t dt, qui diverge également, qui vaut plus l'infini, quand alpha est égal à 1. Un cas intéressant également, c'est de regarder l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur t puissance alpha. Là encore, géométriquement, on a une surface infinie, celle-là. Et donc la question, on a une surface qui potentiellement monte vers l'infini. Et donc la question, c'est de savoir, est-ce que cette surface entre 0 et 1 qui est là, va être finie ou pas. Là encore, vous voyez que plus A est grand, et plus cette surface va être importante, c'est le contraire de ce qui se passe là. Et plus A est petit, plus cette surface va être petite. Là encore, le critère, ça va être, est-ce que alpha est plus petit ou plus grand que 1? Mais sur 0,1, le critère c'est le contraire, si alpha est plus petit que 1, l'intégrale converge vers 1 sur 1 moins alpha. Et dès que alpha est supérieur ou égal à 1, l'intégrale diverge. Quand alpha égale 1, c'est parce qu'une primitive de 1 sur t, c'est log de t. Quand alpha est strictement supérieur à 1, c'est parce que le u puissance alpha moins 1 va diverger. Quand u tend vers 0. Vous remarquerez que la fonction 1 sur t puissance alpha n'est pas définie en 0. Et donc, pour calculer cette intégrale, je calcule l'intégrale de u à 1. Et ensuite, je fais tendre u vers 0. D'une manière générale, dès que la fonction n'est pas définie pour la borne, que la borne soit 0 ici pour 1 sur t puissance alpha, ou plus l'infini pour n'importe quelle fonction, l'idée, c'est de remplacer la borne par une variable, et de faire tendre cette variable ici vers 0, vers la borne pour laquelle la fonction n'est pas définie. La fonction t vers puissance moins alpha t est intégrable si seulement alpha est positif, et le résultat, à connaître par cœur également, c'est 1 sur alpha. Ici, je ne m'intéresse plus à la fonction f, mais à la fonction g. Et, à son intégrale. Quand alpha est assez grand, l'intégrale de puissance moins at, puissance moins alpha t dans le cours, converge ici vers 0,91. Là encore, là la valeur limite ce sera est-ce que alpha est positif ou pas. Tant que alpha est positif, là le logiciel n'est pas assez précis, mais vous voyez que quand alpha est positif très proche de 0,3, quand A est positif très proche de 0,3, l'intégrale devient un nombre très grand. Et la limite ce sera quand alpha, ici A, vaut 0. Quand A vaut 0, on obtient E puissance 0. Une droite horizontale. Et puis après, quand alpha est négatif, il est relativement évident que l'intégrale diverge. Puisque E puissance moins alpha t, quand alpha est négatif, tend vers l'infini.
quand x sera l'infini. Toujours dans le même style, l'intégrale de 0 à 1 de log de t dt existe. Si je prends maintenant la fonction h, qui est log de t, et je m'intéresse à son intégrale entre 0 et 1, donc je m'intéresse à cette surface-là qui descend vers l'infini, mais cette surface-là vaut en fait exactement la surface de ce carré de côté 1. Et comme elle est négative, elle vaut moins 1. Pour ça, on cherche une primitive de log de t. On avait déjà vu dans un exercice précédent que c'était t log de t moins t, qui n'est pas définie en 0, hein, c'est toujours la même histoire. Mais donc, je la calcule entre a et 1. Et puis ensuite, je fais tendre a vers 0. Et je trouve que la limite, ça va être moins 1, moins 0, moins 0, moins 1. Un autre résultat important qui nous servira plus tard en probabilité, c'est que la fonction qui a x associée à puissance moins x au carré est intégrable sur R. On a quasiment vu la même, on avait vu e puissance moins x au carré sur 2 dans la vidéo précédente. Et l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de puissance moins t au carré dt vaut racine de pi. Là encore, un peu comme dans la somme des 1 sur n au carré, le nombre pi apparaît au moment où on ne s'y attend pas. Mais retenez ce résultat qui nous servira dans des chapitres suivants. Voilà pour ce qui est des intégrales à connaître. La convergence absolue, comme souvent en maths, absolue fait référence à la valeur absolue. Et nous dirons qu'une intégrale converge absolument, qu'elle soit d'ailleurs impropre ou pas, quand l'intégrale de la valeur absolue de f converge. L'intérêt de la notion, c'est le théorème 124. Si une intégrale est absolument convergente, alors elle est convergente. Et par ailleurs, la valeur absolue de l'intégrale sera inférieure à l'intégrale avec l'absolue convergence. Je vous rappelle que valeur absolue de a plus b est inférieure ou égale à valeur absolue de a plus valeur absolue de b. Et je vous rappelle que cette intégrale de a plus l'infini peut être vue comme une somme d'une infinité de petits rectangles f de t dt. Et donc, quelque part, c'est une généralisation de cette idée que la valeur absolue de a plus b est inférieure ou égale à la valeur absolue de a plus la valeur absolue de b. C'est la même idée que pour les séries absolument convergentes, et c'est le même vocabulaire. Comme pour les séries, la réciproque n'est pas vraie. Une intégrale peut être convergente sans être absolument convergente. On avait vu ça pour les séries. La série somme des moins 1 puissance n sur n était convergente, alors que la somme des 1 sur n, la série harmonique, était divergente. Et ici, on peut avoir des situations comparables. J'insiste, sachez faire tous les exercices. Vous pouvez maintenant regarder tous les exercices du polycopier. Chacun traite d'un sujet précis. Le 136 traitait des intégrations par partie, le 137 des changements de variables. D'une manière générale, on vous donnera le changement de variable à faire quand vous avez un champ de variable à faire. Le 138 consiste à calculer des primitives, sans s'occuper des intégrales vraiment. Mais la méthode est la même, hein, faire comme si vous aviez des intégrales et regarder la primitive à trouver. Et ensuite, quelques exercices intéressants sur les suites. Notez que les exercices sur les suites d'intégrales, il y a ceux où le n fait partie de la fonction, mais les bornes, ici 0 et 1,5, sont fixes. Et puis, il y a le genre d'exercice où, là encore, la fonction dépend de n. Mais il y a aussi les exercices où c'est les bornes de l'intégrale qui dépendent de n, comme on l'a vu pour la méthode des rectangles, pour les intégrales de Riemann. Il faut que vous sachiez absolument faire ce type d'exercice où les bornes ne sont pas forcément dans le bon ordre, et où en tout cas les bornes sont variables. Et
En particulier cet exercice un petit peu plus compliqué où les deux bornes sont variables. Et puis enfin, un style d'exercice un peu plus subtil sur le lien entre prolongement par continuité en zéro, c'est-à-dire donner une valeur crédible à g de 0, avec g qui est défini ainsi. Vous remarquerez comme d'habitude qu'on a une forme indéterminée, on a 1 divisé par 0 qui fait l'infini, mais l'intégrale de 0 à 0 qui fait 0. Et donc la question se pose, est-ce que la limite de g de x quand x tend vers 0 existe? Voilà qui conclut ce chapitre 15. Bonne révision à tous.